Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau face-à-face. Après Dorado, on se retrouve aujourd'hui avec Vincent. Salut Vincent. Hello les amis, hello PA, hello Rémi qui est avec nous, tous les gens qui suivent ce podcast, voilà, qui nous rejoignent. Voilà, merci pour l'invitation et puis très très content d'être avec vous. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et en effet, comme tu l'as dit, aujourd'hui, je suis pas tout seul à animer ce face-à-face. J'avais besoin de quelqu'un pour m'épauler sur le cyclisme. Et j'ai trouvé... une belle épaule. J'ai trouvé une belle épaule. Une belle épaule. Une belle épaule. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bon, Hello Rémi. maintenant que tout le monde est là, Vincent, à toi de nous parler de toi. Dis-nous, voilà, présente-toi un peu aux gens qui ne te connaissent pas encore. Donc Vincent, 42 ans, animateur radio, dans les pronos, dans les paris sportifs depuis petit, vu que j'avais commencé à jouer les premières grilles de l'auto sportif au milieu des années 80 et plus sérieusement dans le betting, on va dire depuis 2 ans avec un suivi bankroll, avec des suivis d'analyse où vraiment je cherche à creuser, à décortiquer, à éplucher tout ce que je peux éplucher. Membre de Corner 7 puis Money Times, donc avec vous deux depuis le mois d'octobre. Voilà, donc bien content de faire partie de ce petit groupe et puis voilà, puis spécialisé dans le vélo plus précisément pour ma part. Ça marche. Belle présentation. Voilà. Belle présentation. Très belle présentation. très belle présentation. Donc ouais, alors bon, on va passer un petit peu. Donc ouais, effectivement, avant c'était Corner 7, maintenant c'est Money Times. Depuis novembre, tu es là, ouais, c'est ça? Ouais, depuis fin octobre, début novembre, je crois. Qu'est-ce que t'en ressors un peu toi de ta propre expérience? Alors vraiment, ce qui est très 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 intéressant, au-delà du simple fait de miser, d'avoir un éclairage sur des sports sur lesquels j'étais un petit peu largué, comme le tennis, comme la NBA ou le biathlon, je connais un peu plus, mais c'est vrai que Rémi, t'as été mettre le doigt sur des choses, le rugby où je suis complètement largué, donc. Évidemment, quand tu viens voir un tipster, forcément tu y vas pour avoir un éclairage sur des sports que tu connais pas ou mal. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'échange. C'est-à-dire qu'on peut par exemple s'y connaître dans un sport sans forcément être rentable dans ce sport-là. Et là, il y a toute une partie coaching, il y a toute une partie échange. Qui est vraiment intéressante. Je pense que c'est comme dans tout. Si vous faites de la course à pied et si vous avez un coach, forcément vous allez progresser plus que si vous êtes tout seul dans votre coin. Comme le poker, il y a énormément de joueurs de poker qui ont progressé en échangeant. Et moi, je pense aux gens, voilà, qui bettent tout seuls dans leur coin. Je sais pas, qui ont des familles, qui n'ont pas forcément une femme avec qui ils peuvent échanger sur les paris sportifs ou dans la famille. Donc voilà, donc c'est être gagnant au paris sportif, c'est déjà bien connaître un sport. Mais c'est aussi avoir une gestion de mise, de temps en temps mettre le pied sur le frein quand ça commence à marcher, savoir aussi un petit peu ralentir parce que des fois c'est là aussi où on peut faire des conneries. Donc voilà, c'est bien d'avoir un échange et d'apprendre aussi à optimiser ses propres bêtes et ses propres analyses. C'est pas juste de tiens. Mise ça, mise tant, fais ci, fais ça. C'est aussi avoir les outils pour se démerder par soi-même. Et c'est là où. Eh ben voilà, vraiment... c'était la fin de cette vidéo. non, franchement, écoute, merci. Bon, alors après, mais... qu'on se le dise, t'as beaucoup plus gagné sur le rugby que sur le tennis, par exemple. Oui, non, c'est vrai que là, sur le rugby, t'es sur une très très belle série. Non, je disais ça en plaisantant, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Voilà. Bon, c'est bien. Écoute, nous te remercions de ton éclairage, parce que comme le mot est l'éclairage. Hein, nous, on a retenu l'éclairage. Voilà. Donc voilà. On va parler un petit peu de toi maintenant. Ouais. On va te poser quelques petites questions. On commence par toi. Allez. Alors, toi, tu paries essentiellement sur le vélo, c'est ça? Alors, je
je parie sur un peu tout, mais vraiment le sport que je connais le plus, c'est le vélo. Wow. Donc forcément, c'est celui sur lequel je suis le plus rentable. Voilà, quand on me demande des avis sur les réseaux sociaux, enfin voilà, le seul sur lequel je me permets de donner vraiment un avis, c'est le vélo, parce que voilà, depuis que je suis tout petit, ça me rend dingue. J'ai pas raté un Tour de France. Maintenant, avec les chaînes et les différents lives qu'on peut voir un petit peu partout, on peut suivre le World Tour de A à Z. On a les réseaux sociaux pour être connecté 365 jours par an avec les équipes, avec les coureurs, qui sont très actifs d'ailleurs sur les réseaux. On est sur un cyclisme 2.0, 3.0 et donc il y a plein de choses à faire et voilà, donc je scrute tout, j'analyse tout et donc j'essaye d'en tirer un profit sur les paris. D'accord. Tu fais un peu de vélo toi de ton côté? Est-ce que tu roules un peu? Pas du tout. Du tout, je fais de la course à pied. Okay. Je prépare le marathon de Paris qui a lieu dans 2 semaines. Ok, c'est top ça. D'accord. Donc on est sur les sports d'endurance. Ouais. Bon après sur les marathons et sur même sur les, oui, c'est un petit peu plus compliqué d'ailleurs, je sais même pas s'il y a des paris, je sais même pas s'il y aura des paris sur le marathon de Paris. Enfin, je pense que c'est très compliqué à pronostiquer. Je pense que pour les bookmakers, ça doit être hyper dur ouais, je pense aussi, ouais. À booker, sachant qu'un marathonien fait au maximum 2 marathons dans l'année, donc pour avoir des références, il y a toujours 2 ou 3 têtes d'affiche, mais un Kenyan qui sort de nulle part, quoi que ça peut être intéressant. Moi, je sais regarder. De ma propre expérience perso, on déraille un peu sur le sujet, mais là on va fermer ça. Ouais. Mais de ma propre expérience, moi je sais que j'ai déjà parié sur le 50 km. Donc après, mais voilà, c'était dans c'était pendant le JO. Donc après voilà, après sur un marathon et tout comme ça, je sais pas du tout. Enfin, je pense que sur des books exotiques, je pense qu'on peut, mais attention. Bon, alors toi tu fais de la course à pied, mais alors comment ça t'est venu cette passion pour le vélo? Quand t'es petit, hein, comme tout le monde, hein, les Tours de France à la télé au mois de juillet, voilà, hein, c'est le rituel. Hein, quand ça s'approche, tu t'attends. Donc moi, mes premiers Tours de France, c'était Bernard Hinault, Laurent Fignon, le plus beau Tour de France de tous les temps. Vous êtes peut-être un petit peu jeune, mais le 89, Lemon Fignon avec les 8 secondes d'avance de Lemon sur Fignon dans le contre-la-montre final. D'ailleurs, on se demande pourquoi ASO ne remet pas un contre-la-montre en dernière étape sur les Champs-Élysées. La Vuelta le fait, le Giro le fait. C'est dommage qu'on ait un petit peu une étape parade qui sert pas à grand chose tous les ans sur les Champs-Élysées. C'est pas faux. Voilà, puis après la période Armstrong-Indurain que j'ai beaucoup regardé, mais qui m'a moins passionné parce que c'était gros. Hein. S'il y avait eu des mises à mettre que Armstrong trichait, moi j'aurais mis ma maison. Enfin, ça se voyait. Ça se voyait qu'il y avait des choses qui étaient pas claires. Voilà. Et après, puis là, depuis une dizaine d'années, 2006, 2007, 2008, on revient vraiment sur un vélo plus sympa, avec la technologie, avec les capteurs de puissance, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais on revient, il y a des belles histoires, il y a des beaux champions, c'est vraiment une période que j'aime bien en ce moment. Ouais, c'est plus tactique, quoi. Il y a un aspect stratégique qui est vachement important dans l'aspect du vélo, du cyclisme, de la pédale, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'avant il y avait pas mal de panache, d'accord. Il y avait pas mal de panache, plus de panache que maintenant, sûrement. Mais le panache a fait aussi que ça a débordé sur malheureusement du dopage. Hein. Le cyclisme, on va pas se le cacher, a une image quand même qui est vachement lié à ça, malheureusement, un des sports principaux là-dessus, sur ce thème-là. Donc voilà, on va pas forcément en parler là-dessus, mais c'est quand même, voilà, faut quand même le mentionner. Hein. Mais quoi que dans les paris sportifs, c'est aussi un truc à prendre en compte. Hein. Bien sûr. Regardez que dans certaines équipes, chez Astana par exemple, le directeur sportif Vinokourov, il s'est fait choper la main dans le pot de confiture. C'est un mec qui a jamais exprimé de regret ni de remords. Bon, on peut estimer que s'il peut faire passer ses coureurs ou lui-même au travers des mailles du filet, on peut imaginer que c'est un mec qui peut le faire. Donc malheureusement, c'est je crois Benoît Tréhenton qui parlait de biathlon avec les Russes aux Jeux Olympiques qu'il y avait eu chez eux là. Bon, malheureusement, dans les paris,
quand le mec se fait choper 6 mois, 1 an, 2 ans après, le bookmaker vous rembourse pas votre mise. Donc c'est aussi quelque chose à essayer d'anticiper. Bien sûr, c'est hyper important. Tu parlais des équipements un peu au vélo. Est-ce que toi, t'es pour ou contre les oreillettes? On sait que la Sky, est la franchise, l'équipe, reine dans l'usage de l'oreillette. On se rappelle de Chris Froome en 2014 ou 2013 quand il est dans le Mont Ventoux, il accélère sur sa selle et il est avec Nicolas Portal en lui disant bon j'accélère pas parce que bon là je suis chaud, là je peux lâcher Quintana. En gros c'est ce qu'il lui dit quoi. Il a lâché tout le monde et puis il attend qu'une chose, c'est que Nicolas Portal lui dit bon vas-y let's go et il est là dans son oreillette alors qu'il monte le Mont Ventoux. Bon voilà, Mont Ventoux, ça se monte pas comme la côte du coin quoi. Donc voilà. Non après sur les oreillettes, on peut estimer aussi que le directeur sportif dans la voiture peut aussi avoir son analyse et peut aussi se tromper et peut aussi dire des conneries dans l'oreillette. Donc ça valorise aussi le travail du staff et l'aspect tactique au cours d'une course, un peu comme un entraîneur sur un banc de touche en foot, en rugby ou en hand. Donc c'est pas ça qui est très moi les oreillettes me gênent pas. Retirer les capteurs de puissance, ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Aujourd'hui les mecs savent exactement à quelle fréquence ils peuvent pédaler, jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent pas aller. Donc savoir aussi se connaître soi-même, connaître ses sensations, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant et plus que retirer d'ailleurs ils en parlent vraiment plus de retirer les capteurs de puissance que les oreillettes. Ça mettrait virer les capteurs de puissance, ouais, ça pourrait redonner un petit côté un petit peu plus humain aux choses. D'accord. Ok. Donc bon, tout à l'heure tu nous as dit que tu pariais sur d'autres sports que le vélo. Sur quoi tu paries alors? Non, mais essentiellement. Majoritairement le vélo. Ouais, non, oui. Après, je suis en ce moment, je suis beaucoup vos pronostics sur Money Times, ouais. Le rugby, le tennis. Je mise de moins en moins sur le foot. C'est quand j'y vais, c'est vraiment sur des mini-mises et sur des choses vraiment que je vais avoir senti, détecté, mais on voit, et là j'apprends rien à tous les gens qui s'intéressent un tout petit peu au paris sportif, que c'est vraiment très 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 dur de dégager du profit sur le foot. Allez, on va dire sur les 5 grands championnats, ou si je mise du foot mais en PLT, en pari long terme. Ouais. Qui pour moi c'est je pense la meilleure manière d'être rentable en foot. On vire la variance et les aléas d'un match. Si on a bien travaillé son truc en amont, en principe ça passe. Après sinon de moi-même non, je vais pas bêter sur vraiment là où je vais aller sortir mes propres pronostics, c'est vraiment sur le vélo. Ok. Tu nous parlais de mise, c'est quoi ta stratégie toi? Plutôt flat betting ou mise variable? Non, j'ai longtemps appliqué un théorème qui s'appelle les probabilités d'occurrence, que vous devez connaître, qui est comment expliquer ça aux gens qui nous écoutent. C'est une sorte de calcul en fonction de la probabilité qu'on estime qu'un événement se produise. Par exemple, je sais pas, le PSG reçoit Marseille, on estime que le PSG a 70% de chances de gagner et que le book cote à 60%. Là, on a ce qui s'appelle une value. Là, je vous apprends rien. Et ensuite, il y a un petit calcul qui permet de calibrer sa mise en fonction du pourcentage qu'on estime être en value. Donc voilà, je l'ai appliqué pendant très longtemps. Maintenant je l'applique plus, mais j'arrive à peu près à savoir de tête le pourcentage de ma bankroll que je vais miser en fonction de la confiance, mais je peux être entre 0,1 et 1% de bankroll maximum, mais il y a une part de feeling. Alors évidemment, si je pronostique à la Philippe à 7
Sur Milan-San Remo, je vais y aller plus petit que si c'est un duel de coureurs comme aujourd'hui qui a été proposé, Matthews qui bat Greipel à 1,50. Là, je vais arroser un peu plus. La probabilité que ça se produise est plus forte. Donc, j'essaye de calibrer aussi la mise en fonction des codes. J'essaye d'avoir une prudence en tout cas. Ouais, c'est logique, on est dans la logique. Comment toi, au niveau de ta bankroll, comment tu t'organises pour t'organiser au niveau de la répartition pari court terme, pari long terme? Est-ce que tu fais du 80-20, 50-50, ou est-ce que t'as pas du tout de répartition? J'ai pas de réflexion sur la répartition. D'accord. J'ai pas de réflexion sur la répartition. Après, quand il y a une épreuve je travaille énormément le foot pendant l'intersaison. Ouais. J'essaie de voir un petit peu comment ça bouge en haut des clubs. Donc là, voilà, j'essaye de voir s'il y a des paris long terme à mettre. Je force pas. Hein. Si je vois rien, je mets rien. Bien sûr. Et puis après, je vois, j'écoute. J'écoute, je vois beaucoup, je suis aussi beaucoup les émissions de Benoît, Parier gagnant, à laquelle vous avez participé il y a quelques mois. J'essaye de faire un petit au mois de décembre, voilà. J'essaye de faire un petit peu ma synthèse entre tout ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'écoute. Et voilà, voir aussi, quand je vois aussi des tipsters qui me proposent des choses, je regarde énormément les analyses sur des sports que je connais pas ou que je connais mal. Je cherche quand même à être convaincu parce que le mec va raconter pour prendre ou pas ma mise. Bien sûr, et puis c'est toujours intéressant, ça permet de se renseigner, de s'informer, de gratter un peu à droite à gauche, et puis avec le temps, avec l'expérience, on prend de l'expérience, et puis on se sent plus à l'aise dans un marché, et puis c'est comme ça qu'on peut aussi apprécier un marché et diversifier son investissement. Toi, t'es passionné, d'accord? T'as pas de service de tipster? Non. Pour le moment, est-ce que toi, à terme, tu souhaiterais devenir tipster? Est-ce que tu as une vision, toi, à court, moyen terme de ce que tu veux faire dans les paris sportifs? Parce que je sais que voilà, tu es suivi par quelques personnes et puis tu parles bien de vélo. On a la preuve là aujourd'hui dans la vidéo, t'en parles bien et on en parlera encore un peu tout à l'heure, un peu plus en détail. Mais voilà, c'est intéressant, je pense, pour certaines personnes qui voudraient parler et parier sur le cyclisme, mais qui n'ont pas assez de billes, de conseils là-dessus. Pour l'instant, non, c'est pas. Je vais déjà essayer de montrer que je suis gagnant parce que arriver dans un groupe sur internet ou sur son propre compte Facebook et sortir 5, 10, 15 paris gagnants, on l'a tous fait, on sait tous le faire. C'est pas très compliqué. Par contre, être rentable sur 100, 150, 200, 300 paris, c'est beaucoup plus dur. Donc, moi, pour l'instant, je vais essayer vraiment de travailler. Je vais vraiment essayer de travailler mes bêtes, optimiser ma rentabilité, échanger avec les gens qui veulent échanger. Voilà, du partage, de l'échange. Je verrai bien où ça me mène. J'ai pas de réflexion. J'ai pas de réflexion long terme sur tout ça. Pour l'instant, c'est vraiment monter ma courbe sur bet bankroll et voilà, monter le roi, monter la courbe et on verra plus tard. D'accord. C'est aussi tipster, c'est aussi je pense quelque chose où il faut être prêt mentalement. C'est-à-dire que vous avez des clients, il y a forcément des périodes de variance, des périodes de déchat. Donc, faut aussi être équipé mentalement pour se prendre à un moment donné. Et ça arrive à tous les tipsters, je pense, de se prendre des gens qui sont pas contents, qui comprennent pas pourquoi il y a deux bêtes qui passent pas, qui n'ont pas la notion de vision long terme. Donc, faut aussi, il y a aussi, je pense, toute une partie psychologique, toute une partie mentale où faut en avoir envie. Est-ce que moi j'en ai envie, j'ai mon travail, est-ce que je suis prêt à aller au devant de ça pour éventuellement gratter un billet en plus de ce que je fais professionnellement? Je suis pas sûr. Si j'avais pas ce travail, ça serait peut-être différent. Peut-être que j'essaierais de réfléchir, d'optimiser, de voir les choses différemment. Mais j'ai déjà un métier qui me plaît beaucoup, qui me passionne.
Donc pour moi, le pari sportif, je suis plus dans l'apprentissage, dans l'échange, dans le partage. Et puis évidemment, avoir des résultats. Je crois que c'est le but de tout le monde. Ouais, c'est le but de tout le monde. On parle de résultats. Pour avoir des résultats, il faut des analyses. Moi, par exemple, au rugby, c'est vrai que il y a un élément phare qui rentre dans mon analyse, c'est la composition d'équipe. Toi, au vélo, qu'est-ce qui rentre un peu en compte dans ton analyse? Est-ce qu'il y a des grandes lignes? Est-ce que c'est voilà. Alors, les grandes lignes très très importantes pour moi, pour faire une bonne saison au niveau des pronos en vélo, ça se passe quand il n'y a pas de course. C'est-à-dire vraiment dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre, quand souvent le mois d'octobre on a le parcours, le profil du Tour de France, on a le Giro qui arrive à peu près à la même période. C'est là où on voit les coureurs qui se positionnent, quels sont leurs objectifs pour la saison suivante. Et très rapidement, en fonction des parcours, ils savent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Là, par exemple, on a vu que Haru, début janvier, il savait pas où il voulait aller. Haru, Haru, il a un problème physique. Mais Haru, il est le peu de courses qu'il a couru, on voit il est dans le mur, donc on voit déjà c'est le bordel. Donc c'est vraiment déjà ça donne des premiers indices. Ensuite, maintenant, on peut suivre des coureurs sur les réseaux sociaux, on voit qui se prépare sérieusement, qui se prépare. Si on a suivi un petit peu Peter Sagan, son mauvais début de saison, même s'il a été malade début février, on pouvait le sentir arriver quand en Argentine, il fait le poisson pilote pour Sam Bennett, on se dit le mec est sympa, l'ancien champion du monde qui fait le poisson pilote pour son équipier dans un sprint. Non, c'est là aujourd'hui, on se rend compte que la réalité, c'est qu'il ne pouvait pas faire mieux. Donc on peut déjà préparer, puis bien sûr les transferts entre les équipes, les changements de sponsors, les moyens. On voit la BMC qui est devenue la CCC, qui a perdu la moitié de ses moyens, donc la moitié de ses coureurs. Donc on voit Van Avermaet qui galère parce qu'il a plus de, même s'il reste encore très très fort. Aujourd'hui il fait 3 sur le Grand Prix E3 quasiment sans équipe, donc il est fort. Mais on voit que le vélo c'est un sport collectif, sans équipe c'est compliqué. Donc c'est vraiment toutes ces données, qu'il faut regarder, qu'il faut analyser. Moi, qu'est-ce que j'aimerais encore plus travailler, connaître les entraîneurs, les préparateurs physiques. Parce que quand on voit en début de saison que la Quick Step est forte, que Astana est fort, qu'il y a des équipes qui sont moins fortes, donc on peut imaginer aussi que les préparateurs physiques font peut-être des meilleurs programmes d'entraînement à l'intersaison pour telle ou telle équipe. C'est marrant de voir sur Tirreno et sur Paris-Nice voir les mêmes équipes qui marchent, alors que c'est deux compétitions qu'on lui en parallèle sur des parcours différents. Donc ça se prépare, ça se prépare. Le gros en fait se fait quand il n'y a pas de course. Et puis après, on suit les événements, l'actualité, ce qui se passe, les objectifs des uns et des autres. Mais j'ai déjà ma petite liste avant la saison de qui vise quoi et qui va tenter de faire quoi. C'est super intéressant. Là, au moment où on parle, on est en Tour de Catalogne, donc c'est fin mars, d'accord. Donc pour ceux qui, parce que cette vidéo sera visible plus tard, bien évidemment. Donc voilà, qu'on mette un temps, on est au Tour de Catalogne, fin mars. On a deux équipes qui se détachent au niveau des victoires par étapes, c'est la Deceuninck Quick Step, et l'équipe Astana. T'en parlais de ces deux-là sur Tirreno et Paris-Nice il y a quelques semaines maintenant, et c'est vrai qu'elles sont assez impressionnantes. On a encore Zdenek Stibar de la Deceuninck Quick Step qui a gagné encore aujourd'hui sur le 3, donc ça, voilà, c'est quand même. Et si c'était pas lui, ça aurait pu être Bob Jungels qui est son coéquipier. Enfin bref, c'est une équipe assez folle, et Astana est dans les mêmes vise en tout cas les mêmes types d'étapes que la Quick Step, donc ils se tapent un peu la bourre tous les deux, c'est assez sympa. Mais c'est vrai que c'est pas forcément deux équipes qu'on attend pour les grands tours après plus tard. Donc voilà, les équipes font aussi des choix dans l'année. Il y a une stratégie aussi de choix de course qui est faite par ces équipes-là et qui est hyper intéressante. Au niveau de tes sources, est-ce que toi tu utilises est-ce que tu as des outils particuliers ou des sites que tu peux recommander, ou en tout cas que toi tu utilises pour aller chercher des infos? C'est en fonction des courses. Je suis beaucoup sur Twitter, un peu sur Insta. Sur Twitter, quand on tape le hashtag d'une course, on va tout le temps trouver un petit journaliste, un petit mec d'un journal local, d'une radio locale qui va aller sortir une info. Là aujourd'hui, sur l'étape du Tour de Catalogne, j'avais mis Matthews qui bat Greppel.
Bon, après ça, mais j'aurais pu le voir avant, une petite journaliste espagnole sur Twitter, juste en tapant le hashtag de la course, qui expliquait qu'elle avait vu Greppel avant le départ de la course, et elle expliquait qu'il lui avait dit qu'il était rincé après la montagne. Bon, peut-être que si je le vois avant d'avoir... je le vois après le départ de la course, peut-être que si je le vois avant, j'aurais peut-être encore plus poussé mon bête. Donc j'essaye de gratter des petites infos comme ça. À droite à gauche, on arrive à voir aussi en fonction des vidéos, l'ambiance des équipes. J'aime bien le Direct Energy, ils ont une petite vidéo qui sort après chaque course. Alors même si évidemment ils montrent ce qu'ils ont envie de voir. On peut voir que Temstra aujourd'hui, à la fin de la course, il fait 15, il faisait la gueule et ça doit le faire chier d'être passé dans il était chez de Koenig l'année dernière, où la team qui écrase tout. Bon, Direct Energy c'est sympa, mais c'est pas le même niveau. Donc là, il doit commencer à prendre conscience que l'année va être longue et que ça va être très compliqué et qu'il va pas avoir les mêmes résultats. Mais quand on le voit à l'arrivée de la course, il a pas envie d'être filmé, ça se voit. Ouais. Donc les réseaux sociaux au niveau des courses et au niveau des coureurs. Oui. Et pour les parcours, tu vas sur les sites officiels des courses, hein. Ouais. Maintenant, c'est très très bien fait. Chaque course a son site officiel. On peut voir le profil de la course. Des fois, il y a même un petit graphique sur le dernier kilomètre. Donc ça, c'est très très bien. J'aime beaucoup aussi écouter Cyril Guimard en radio ou en télé, qui dit des choses, qu'on voit pas, qu'on n'entend pas sur les réseaux sociaux. Quand il parle, par exemple, un jour, je l'ai entendu parler de la Sky, une rumeur qui courait comme quoi ils auraient une machine à rafraîchir le sang. Il va quand même dire ça sur une antenne de radio. C'est Cyril Guimard. Ouais, et puis bon, c'est sélectionneur de l'équipe de France. C'est une antenne de radio pas locale mais nationale, donc effectivement, quand il lance une info, quand il va parler de ça, tu te dis tiens, peut-être qu'on va regarder ce que fait la Sky les lendemains des étapes de repos. Alors une machine à rafraîchir le sang, c'est pas autorisé, mais c'est pas interdit. Mais voilà, tu te dis que les mecs ont probablement des outils que les autres n'ont pas, et sans tricher, ils bafouent un petit peu l'équité sportive. Donc voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que la Sky est connue pour être une équipe qui sait lire entre les lignes. Voilà. et ils jouent là-dessus, et voilà, ils ont raison, hein, c'est une équipe, c'est une compétition. Oui. Voilà, après ils le font ils le font à juste titre, j'ai envie de dire, c'est pas mal en soi. C'est pas mal en soi de faire ce qu'ils font, hein, tout à fait. Par rapport, je pense on va passer un petit peu à un petit truc plus fun maintenant. Ouais, une partie un peu plus fun. Ouais. Une partie un peu plus fun. Toi, ton meilleur moment de vélo, celui qui t'a le plus marqué, alors il y en a de nombreux, hein, mais celui qui t'a le plus marqué, alors peut-être que c'est un souvenir de gosse ou un souvenir récent, mais est-ce que t'en as un en particulier, quoi? Alors, souvenir de gosse, j'en ai parlé tout à l'heure, là, le Lemon Fignon, les 8 secondes les 8 secondes, c'est ce tour 89, hein. Même de manière générale, ce tour 89 est le plus dingue de tous les temps. C'est de la première étape où Delgado arrive en retard alors que c'était le grand favori, il perd 2,30 parce qu'il est en retard au prologue. Le mec est en retard. Donc et sur ce tour-là, il s'est passé des trucs de dingue, mais tous les jours, il se passait un truc qui était pas normal. Et du début à la fin, et Lemon qui prenait le maillot, Fignon qui lui reprenait le lendemain, Lemon qui lui reprenait, enfin tous les jours. Il se faisait un mano à mano qui est unique. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un autre Tour de France comme ça. Ouais. Donc le Tour 89 et plus récemment une belle émotion parce que c'est un coureur que je suis énormément sur les réseaux sociaux, qui m'a d'ailleurs follow back sur Twitter alors qu'il follow back pas grand monde. Et que j'aime beaucoup, c'est Nasser Bouhanni et il a été malmené par son équipe l'année dernière, par son directeur sportif, par sa direction, et sa victoire sur la Vuelta qui a été la seule victoire d'ailleurs de Cofidis en World Tour l'année dernière, et je crois même que ça a été la seule victoire peut-être pas, non, il y a eu Daniel Cousin sur le Paris-Nice pour Direct Energy, mais une des seules victoires en Pro Tour pour une équipe continentale française, donc de deuxième division. Donc sa victoire sur la Vuelta, alors que tout le monde le voyait au fond du trou, qu'il n'avait pas été sélectionné pour le Tour de France.
et la manière dont il a gagné, parce qu'il y avait du monde dans le sprint. Voilà, c'était. C'était sympa. Ciccone l'an passé, il est en Continental ou pas? Qui ça? Ciccone. Parce qu'il gagne une course en World Tour, sur un grand tour, et je crois qu'il est dans une équipe continentale. Ouais, mais pas française. Ah non, pas française. Mais ouais, non, toi, je parlais des équipes françaises. Ouais, non, je suis en train de penser parce que c'est un souvenir là, que j'ai, et il me semblait qu'il était, voilà. Après, oui, en français. Ah non, après, des équipes continentales qui gagnent en World Tour, oui. Des équipes continentales françaises qui ont gagné en World Tour l'année dernière. Il n'y a pas eu, je me rappelle, de Daniel Cousin, c'était sur Paris-Nice, ou sur le Dauphiné, je sais plus. Mais okay. Mais pour Direct Energy, Nasser Bouhanni, mais il n'y a pas eu grand chose. D'accord. Toi, si tu devais jouer dans une équipe de cyclisme, cette année, si tu devais rouler pour une équipe, tu serais dans quelle équipe et avec quel profil? Quel profil de coureur? Sprinter, puncher, grimpeur, leader, coéquipier de luxe, poisson pilote. Voilà, il y a tellement de rôles dans une équipe de cyclisme que voilà. Je trouve le meilleur poste là, c'est celui qui est bien, c'est pas, il est pas coureur, mais c'est Nicolas Portal à la Sky. Ah, directeur sportif? Ah bah, il est hyper bien quoi. Non mais vraiment, c'est toute la réflexion sur la stratégie d'équipe. En plus, il a les coureurs sur certaines épreuves, et puis il a les moyens pour travailler, pour faire ce qu'il veut, et il va, je pense, en avoir d'autres avec le nouveau sponsor qui va prendre la place de la Sky à partir du 1er mai. Donc Ineos, tu me dis comme ça, ouais. Ah, tu ferais directeur sportif? S'il y avait un poste à prendre, je prends celui. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, mais tu vois, c'est original, je pensais pas que. Et donc à la Sky. Oui, mais Nicolas Portal, il pourrait être aussi très bon dans d'autres équipes. Il veut gagner des grands tours, la Sky me fait pas spécialement. J'ai pas d'affect particulier pour la Sky, mais okay. En tout cas, voilà, s'il y avait un poste à occuper, le poste de Nicolas Portal. Tu veux gagner les grands tours, on a compris. Voilà. Tu veux pas aller à Direct Energy, voilà, pas de souci. Tu veux pas. Non, mais si, non, il y a des équipes très sympas. non, mais tu veux pas faire les échappées, on a compris, c'est bon. Bernardo, ce qu'il a fait pour le tour, ce qu'il a fait pour le vélo, c'est super. Ouais, bien sûr. Bon, on a quand même au cyclisme des cotes qui sont énormes. Toi, est-ce que tu as un petit bet, voilà, une petite cote sympa que tu as en tête là, Ouais, une étape de la Vuelta. 2017 ou 2018, remporté par Nibali, où ça se finissait en descente, et dès qu'il y a une descente, bah évidemment Nibali est là, et je sais plus si c'était un bet en live ou si je l'avais pris avant, mais je me rappelle que la cote était à 19. Ah, c'est pas mal. Et il a rattrapé le groupe dans la descente, et il les a tous fumés au sprint, et c'est passé à 19, et c'était sympa. C'était 2017, je crois, la Vuelta 2017. Ouais. Et là, quel sentiment quand Nibali gagne à la fin? Ah bah... Est-ce que t'avais encore les pieds sur terre? Non, oui, non, tu gardes le contrôle, mais j'avais dû le prendre en pré-course, parce que je l'avais donné en plus à deux collègues. J'espère qu'ils t'ont payé. Et donc en plus ça faisait croquer les potes, donc c'est encore plus sympa. Quand tu gagnes un bet mais que tu l'as fait partager au poteau, c'est le même sentiment qu'on a dans notre groupe privé aussi, quand il y a des bonnes séries, quand on fait passer des belles cotes, quand notre analyse est parfaite à la ligne près, ça fait extrêmement plaisir dans ces moments-là aussi. C'est aussi le petit plaisir du tipster, c'est ça clairement, et c'est pour ça que on arrive à tenir nos rangs après et à avoir toujours cette motivation. C'est un peu notre leitmotiv, quoi. Donc voilà. On va finir sur un petit interview décalé. Allez, c'est parti. J'en parlais tout à l'heure. 2 équipes en forme. Quick-Step, Astana. Laquelle tu choisis? Quick-Step. Et au niveau des coureurs, Alaphilippe ou Pinot? Pas facile, c'est dur.
Non, ouais, là, je te dis à la Philippe en ce moment, mais enfin, ouais, non, j'adore aussi Thibaut Pinot. Ouais, on se revoit après le Giro ou après le Tour de France? Ouais, non, mais oui, non, mais les deux, hein, les deux, voilà, pour moi, c'est les deux têtes d'affiche du cyclisme français à l'heure qu'il est, quoi, clairement. Plutôt foot ou rugby? Foot, large. Ah, là, tu me déçois. Là, tu me déçois. Alors là, j'ai envie qu'on finisse là-dessus. Bon, on va pas finir sur une mauvaise note, mais bon. Plutôt classique ou grand tour? En ce moment, je vais te dire classique, hein. Mais quand ça sera les grands tours, je te dirai grand tour. Mais ouais, non, c'est. Tes souvenirs, tes meilleurs souvenirs, c'est sur le grand tour, non? Oui. Un grand tour, ça marque, hein. Un grand tour, ça dure 3 semaines. Il y a plein de bouleversements dans les classements généraux, dans les étapes. Enfin, pour moi, perso, les grands tours, c'est quelque chose. Après, une classique, c'est énorme. Mais oui, et puis on a. À part Paris-Roubaix qui était diffusé tous les ans, maintenant, enfin voilà, je n'ai pas le souvenir quand j'étais petit que le Tour des Flandres soit diffusé ou le Grand Prix E3. Enfin, voilà, ça fait que quelques années qu'on a vraiment toutes les courses, ouais. Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, c'est vrai que les classiques, voilà. C'est pas mal, c'est les Flandriennes, hein, donc ça touche pas mal la Belgique en particulier, hein, donc c'est sûr que nous, personnellement, en France, c'est une autre culture, hein, mais c'est autre chose, mais c'est hyper. Enfin là, aujourd'hui, le Grand Prix E3, c'était génial, quoi. Enfin, voilà, c'est autre chose, c'est un autre vélo en fait, mais c'est tout aussi, c'est tout aussi passionnant. Ça marche. Et dernière question, et pas des moindres, boire ou conduire? Conduire. Ah non, il faut choisir. Bien choisir. Pourquoi? Ça dépend ce que tu bois, non? Ah là. Ça, c'est intéressant. Tu vois, ça, c'est une bonne remarque. Ça aurait été une bonne réponse. Ça dépend ce que tu vois. Ah. C'est vrai. On finit là-dessus? On finit là-dessus. Écoute, Vincent, il nous reste plus qu'à te remercier. C'est moi qui vous remercie. Et remercier aussi tous les gens qui ont suivi ce petit podcast. Alors je leur souhaite à tous de bons pronostics. Bien sûr, si tu veux, donc si vous voulez suivre un peu Vincent, donc c'est Vincent Prévost sur Facebook. Voilà, et puis si vous voulez, vous venez nous voir en privé, les amis, on vous donnera le compte de Vincent, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Et puis voilà. De toute façon, vous retrouverez Vincent dans quelques temps aussi sur la chaîne YouTube, etc. Vous le verrez quelques temps aussi. On va faire une émission 100% cyclisme d'ici quelques jours avant le Giro pour vous aiguiller sur le Giro d'Italie. Donc voilà, ça une petite info exclue là sur ce face à face. Et donc voilà, on reverra Vincent de ce pas. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous et à très vite pour Allez, de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao les amis.